Au Mont-Saint-Michel, tout a été pensé dans les moindres détails, jusqu'à la disposition de l'escalier permettant d'accéder au clocher, l'escalier de dentelle. Il est posé sur un arc-boutant, une disposition extrêmement rare, quasiment unique. Lorsqu'on reconstruit le chœur, l'architecte ne veut pas boucher une fenêtre par une tour d'escalier. S'il avait collé la tour d'escalier contre un des piliers du chœur, cette tour d'escalier, elle aurait nécessairement bouché la lumière. D'un point de vue technique, tout autant qu'esthétique, le résultat est admirable. Il permet de combiner une impression de robustesse et de finesse, offrant un spectacle aussi élégant qu'harmonieux. À un détail près. La reconstruction du chœur devait être suivie par celle de l'ensemble de l'église abbatiale. En hauteur, on peut même remarquer des départs d'arc-boutants n'épaulant rien d'autre que du vide. Car faute de moyens, ce projet ne verra jamais le jour. La construction du chœur gothique constitue d'ailleurs le dernier grand chantier avant longtemps. De la chapelle carolingienne Notre-Dame-sous-Terre à l'achèvement du chœur gothique en 1522, le Mont-Saint-Michel résume à lui seul 7 siècles d'architecture religieuse. Pourtant, les pèlerinages vont perdre nettement en popularité à partir du XVIe siècle et l'abbaye tombe peu à peu dans l'oubli. En 1776, un incendie se déclare et ampute l'église abbatiale de 3 de ses travées. Plutôt que de les reconstruire, un chantier coûteux et compliqué, on préfère alors édifier la terrasse que nous connaissons aujourd'hui. Un travail de maçonnerie beaucoup plus rapide. Il faut dire que les temps ont changé, les façons de croire aussi. Nous sommes en plein XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Le rocher, quant à lui, entre dans sa période la plus sombre. La réputation de forteresse imprenable du rocher va bien mal le servir. Après la Révolution française, le Mont-Saint-Michel devient l'une des prisons les plus terribles de France. Ce qui différencie le Mont-Saint-Michel des autres sites monastiques, c'est qu'il s'agit d'une île fortifiée. Quel meilleur endroit pour établir une prison inextricable? C'est en quelque sorte l'Alcatraz du XVIIIe siècle. Lorsque la prison est définitivement fermée en 1863, l'abbaye est dans un état lamentable. Un facteur contribue largement au sauvetage du rocher. En 1874, il est placé sous la protection du service des monuments historiques, un concept récent de restauration du patrimoine national. Des sommes considérables sont alors investies pour sauver les parties ruinées du monastère. Et il y a fort à faire. Il était temps d'intervenir. Et donc, Petit-Grand, deuxième architecte des monuments historiques, lance un projet de sauvetage de la croisée du transept. Il reconstruit la tour centrale et il édifie une flèche en bois recouverte de cuivre, qui est une copie de celle de Notre-Dame de Paris. Victor Petit-Grand décide de couronner cette flèche d'une statue dorée de l'archange terrassant le dragon. D'une hauteur de 4,50 m, pour un poids de plus de 500 kg, elle donne au mont sa silhouette unique qui le distingue entre toutes les îles du monde. Coup du destin, l'épée et les ailes de l'archange font désormais office de paratonnerre et permettent d'écarter la foudre, véritable fléau ayant frappé l'abbaye à 12 reprises au cours de son histoire. Depuis son installation en 1897, l'archange protège donc son monastère non seulement sur le plan spirituel, mais également matériel. Autre grand changement. À la fin du XIXe siècle, le gouvernement décide de construire une digue-route d'1,8 km reliant le rocher au continent. Pour la première fois de son histoire millénaire, le mont est rattaché à la Grande Terre.
Conséquence de ces transformations, les touristes sont toujours plus nombreux à venir admirer le mont. Pour répondre aux besoins croissants des visiteurs, une quinzaine d'hectares aux abords du rocher sont transformés en un immense parking. En apparence, tout semble aller pour le mieux. Les touristes sont comblés et les commerçants prospèrent. Pourtant, des critiques se font entendre contre ces aménagements successifs depuis très longtemps, dès la fin du XIXe siècle. L'environnement naturel du mont est au cœur de leurs préoccupations. 2 fois par jour, la baie est battue par les flots. La différence entre la marée la plus basse et la marée la plus haute, on peut avoir 15 mètres de hauteur d'eau, ce qui en fait donc les plus grandes marées d'Europe et les 5e plus grandes marées du monde. Mais phénomène peu visible, les millions de mètres cubes d'eau de chaque marée montante apportent avec elles des sédiments que la marée descendante ne ramène que partiellement. C'est environ 60 000 mètres cubes de sédiments qui vont être apportés à chaque marée. En gros, sur une année, on a entre 300 à 400 000, voire 1 million et demi de sédiments qui vont se déposer dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc le phénomène d'ensablement, on l'observe depuis très longtemps, mais les actions humaines ont véritablement augmenté l'ensablement au pied du Mont-Saint-Michel. C'est-à-dire que si l'homme n'avait pas agi dans cette baie du Mont-Saint-Michel, elle n'aurait absolument pas cette allure. En 1859, la construction d'un canal pour détourner le cours du Couesnon constitue la première étape d'une grande entreprise d'assèchement de la baie pour créer de nouvelles terres cultivables. Plusieurs digues sont construites au fil des décennies et les terrains gagnés sur la mer se multiplient. Sauf que ces transformations bloquent par la même occasion le travail d'érosion naturelle de la baie. Parmi les autres aménagements montrés du doigt, on trouve aussi en bonne place la fameuse digue route qui empêche la circulation des flots. Les experts sont sans appel. Le niveau de la grève augmente de 3 cm par an, un rythme alarmant. Si le phénomène continue à cette vitesse, le Mont-Saint-Michel pourrait appartenir à la terre ferme dès 2045 et perdre complètement son insularité. Pour éviter d'en arriver là, la digue de la Roche-Taurin est notamment détruite en 1984. Mais les études et travaux dits de rétablissement du caractère maritime ne commencent réellement qu'en 1995 et vont s'étaler sur 20 ans. La construction des nouveaux aménagements vont vraiment s'appuyer sur un fleuve, le Couesnon, pour essayer d'effacer un petit peu les erreurs qu'on a faites par le passé. Ça, plus la construction des ouvrages qui a lieu dans la baie du Mont-Saint-Michel où on observe les plus grandes marées d'Europe, en font que ça a été des travaux relativement compliqués à mettre en place. C'est pour ça qu'on parle souvent de projets hors normes. Parmi les étapes phares, la réalisation d'un nouveau barrage sur le Couesnon, clé de voûte du projet. L'ouvrage constitué de 8 vannes de 9 mètres de hauteur et de 20 tonnes chacune joue le rôle de vidangeur. 1h30 avant la pleine mer, les vannes se ferment pour que les sédiments se déposent en aval du barrage. 10 minutes avant la pleine mer ou plus tard, les vannes s'ouvrent et la marée remplit le Couesnon. Puis, peu de temps avant la marée descendante, les vannes se ferment à nouveau et stockent côté fleuve un volume d'eau allant de 70 000 à 1 700 000 mètres cubes. Enfin, 6 heures après le début des opérations, soit quasiment à marée basse, les vannes sont progressivement ouvertes. L'objectif est de créer un lâcher d'eau progressif d'un débit maximum de 100 mètres cubes par seconde, soit 10 fois le débit naturel moyen du Couesnon, à la manière d'une gigantesque chasse d'eau, entraînant avec elle le sable vers le large, loin du mont. Plus le lâcher d'eau est long, plus il est efficace dans le transport de sédiments. Et c'est vraiment ce lâcher d'eau avec un certain courant qui va arracher le sable qui s'est accumulé au pied du mont et donc qui va permettre d'observer les érosions de chaque côté du mont. Mais ce barrage est loin d'être la seule étape du projet. La marée en circulant autour du mont, ça limite la sédimentation puisqu'on a des courants maritimes qui peuvent s'installer. L'ancienne digue route qui était insubmersible avait complètement empêché ce phénomène naturel autour du mont. Donc on a détruit cette ancienne digue route et on a construit un pont passerelle